Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Ce soir, je suis en compagnie de Roland Laouché. Roland, bonsoir. Bonsoir Simaro et bonsoir à tous ceux qui nous font l'amitié de nous être fidèles aujourd'hui. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande en mai 2012, le montant du salaire du président de la République est fixé par décret et indexé sur la rémunération des fonctionnaires. En Martinique, sur une année, les prix ont augmenté de 1,2%. En Guadeloupe, ils ont augmenté de 1,5% et en France de 1,1%. Le groupement des artisans d'art de Martinique organise son 3e salon Martisanat les samedis 13 et dimanche 14 mai à l'hôtel La Batelière. Nous avons eu l'occasion de vous en parler, c'est après de nombreuses difficultés qu'Haïti a pu se doter d'un Premier ministre et donc d'un gouvernement après l'élection de Jovenel Moïse à la présidence de la République. Après avoir racheté Groupama Bank, la société Orange entend se lancer prochainement dans l'activité bancaire via des services en ligne. Une part du suspense qui tournait autour de l'investiture des candidats aux législatives sous l'étiquette En Marche vient d'être levée en France et donc également en Martinique. C'est du moins le cas dans la circonscription du Centre-Atlantique où c'est la présidente du parti régionaliste martiniquais Chantal Maignan qui a été désignée par l'équipe d'Emmanuel Macron. Sur Fort-de-France, ce sera le président de la section locale du MoDem, désormais allié du parti En Marche, Max Orville. Notons que sur l'ensemble du territoire national, 95% des candidats choisis ne sont pas des députés sortants. On le sait, le drapeau rouge-vert-noir est présenté par certains comme le drapeau de la Martinique. Philippe Petit, le président du mouvement libéral martiniquais, en avait à l'époque proposé un autre. À l'occasion de sa campagne, Jean-Philippe Nilor, le député sortant indépendantiste du Sud, a affirmé qu'il fallait, citons-le, avancer la cause du drapeau martiniquais. Il n'a pas précisé si pour lui, ce drapeau était le rouge-vert-noir que l'on associe en général à Garcin Malsa, parce que c'est lui qui l'a jusqu'à ce jour défendu avec le plus de détermination. Depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande en mai 2012, le montant du salaire du président de la République est fixé par décret et indexé sur la rémunération des fonctionnaires. Logement de fonction, voiture avec chauffeur, flotte aérienne, si chacun sait que la République garantit aux hôtes provisoires du palais de l'Élysée, autrement dit au président de la République, des avantages liés à sa fonction, une certaine opacité a longtemps entouré le montant de son salaire. Une situation largement due au flou juridique qui régnait jusqu'à très récemment autour de cette question. Et pour cause, avant 2008, aucun texte précis ne fixait le montant exact de cette rémunération. Une tradition lancée au début de la Ve République voulait ainsi que le président décide lui-même du montant de sa charge. Nicolas Sarkozy, dès son arrivée au pouvoir, a décidé de faire basculer la fixation du salaire présidentiel dans le domaine de la loi. Un véritable effet de transparence, bien que le texte de loi soit à l'époque très mal accueilli par l'opposition. Il faut dire que cette légalisation s'est accompagnée d'une très forte augmentation du salaire présidentiel. Fixé à 7 984 € net par Jacques Chirac, il a ensuite été largement augmenté par Nicolas Sarkozy pour atteindre 21 300 € net mensuels. Autre différence, si la rémunération de Jacques Chirac était entièrement imposable, seule l'indemnité de fonction, soit 4 260 € sur les 21 300, était imposable du temps de Nicolas Sarkozy. Avec l'élection de François Hollande, ces règles de rémunération ont une nouvelle fois été bouleversées, mettant en application l'une de ses promesses de campagne. L'ex-candidat socialiste obtient par décret à l'époque une diminution de 30% de la rémunération du président de la République, qui passe de 21 300 € à 14 910 €. Depuis janvier 2017, la totalité de cette somme est désormais imposable. Une enquête de la chaîne CNN a révélé que la rémunération de François Hollande le plaçait en mars 2015 à la 7e position du classement des chefs d'État les mieux payés des 12 pays les plus riches de l'OCDE. Il était devancé par Barack Obama, 31 000 $ par mois.
Angela Merkel, 18 000 euros par mois. Et David Cameron, à l'époque, 16 800 euros par mois. Et le saviez-vous, les anciens présidents de la République coûtent 10 millions d'euros par an à l'État. Une fois le quinquennat achevé, les anciens présidents de la République bénéficient d'indemnités de fin de mandat. La loi du 3 avril 1955 prévoit ainsi qu'ils perçoivent une dotation d'un montant égal à celui du traitement d'un conseiller d'État, soit 5 164 euros net mensuels. À cette première indemnité s'ajoute une rémunération de 14 400 euros brut mensuels s'ils décident de siéger au Conseil constitutionnel. Les anciens présidents de la Ve République sont en effet membres de droit. Ils bénéficient aussi d'un appartement de fonction meublé et équipé et de 2 personnes affectées à leur service. Ils ont accès à une voiture de fonction avec 2 chauffeurs et disposent de plusieurs collaborateurs permanents qui leur permettent de gérer les affaires courantes. Par ailleurs, 2 policiers assurent en permanence leur protection rapprochée. Un coût estimé à environ 10 millions d'euros. Un chiffre qui n'inclut ni leur indemnité mensuelle d'ancien président, ni la rémunération touchée à l'heure actuelle par Valéry Giscard d'Estaing au Conseil constitutionnel. Face à l'agacement suscité par ce coût exorbitant, en 2014, François Hollande a commandé un rapport à la Cour des comptes et au Conseil d'État afin d'esquisser des pistes pour réduire ces privilèges d'État. Les conclusions ont abouti en octobre dernier à la publication d'un décret prévoyant une diminution progressive des moyens accordés aux anciens présidents de la République. Notons que François Hollande devrait désormais toucher une pension mensuelle équivalente à 15 000 euros net, un total obtenu grâce au cumul de 4 indemnités différentes, celles d'anciens présidents de la République bien sûr, d'ex-députés de Corrèze, d'anciens conseillers de la Cour des comptes et enfin d'anciens présidents du Conseil général de Corrèze. Ce sont effectivement des sommes et des avantages qui peuvent paraître exorbitants. Je ne crois pas qu'ils doivent seulement paraître exorbitants. Ils sont absolument exorbitants. Surtout quand j'entends le montant de ce que gagnent les conseillers constitutionnels. Alors, les présidents de la République font de droit partie du Conseil constitutionnel. Voilà, s'ils veulent être au Conseil constitutionnel, ils y sont. Point. Et donc, bien entendu, quand on gagne 14 000 euros par mois, pour pas faire grand-chose. Vraiment, quand on est conseiller constitutionnel, c'est pas tous les jours que le Conseil est saisi. Et c'est vraiment de l'argent, excusez-moi de le dire, mais pratiquement à ne rien faire. Donc, aucun président de la République, c'est impossible, ne va dire je ne fais pas partie du Conseil constitutionnel, ne serait-ce que pour ces 14 000 euros par mois. Donc, je pense qu'il faut effectivement une loi qui revoie ça, parce qu'il y a trop de problèmes dans ce pays quand même pour que de telles sommes soient dépensées comme ça. Je crois qu'un ancien président, peut-être que ça peut être bien d'assurer sa protection, parce que bon, il a quand même eu accès à des secrets, à des choses qui font qu'il vaut mieux qu'il soit protégé. Mais à part ça, je ne vois pas pourquoi il toucherait autant d'argent. Ça me paraît assez invraisemblable. Je vous remercie, Roland. Chaque année en Martinique, l'assise SAMU Social recueille, grâce à ses bornes de récupération, près de 1000 tonnes de vêtements qui sont ensuite redistribués en partie dans les 6 boutiques solidaires de notre île aux plus démunis. Seulement, pour ce qui est du reste, il doit être expédié à grands frais vers l'Hexagone car il n'existe pas de centre de tri sur notre territoire. Afin de faire des économies, une étude de faisabilité est actuellement en cours pour la mise en place d'un centre en Martinique qui pourrait également servir pour notre voisine, la Guadeloupe. Et puis sachez qu'en Martinique, sur une année, les prix ont augmenté de 1,2%. En Guadeloupe, ils ont augmenté de 1,5% et en France de 1,1%. Le groupement des artisans d'art de la Martinique organise son 3e salon Martisanart les samedis 13 et 14 mai prochains, ce week-end donc, à l'hôtel La Batelière. Près d'une 50aine d'artisans d'art exposeront et mettront à la vente leurs meilleures œuvres durant ce week-end. Des étudiants du campus caribéen des arts et le PNRM disposent également d'un espace pour présenter leurs créations. Des artisans initieront les visiteurs à leur savoir-faire dans des ateliers découvertes d'1 heure. Le point d'orgue du salon sera tout de même incontestablement le défilé des créateurs de mode le samedi 13 mai à 18 h. Cette 3e rencontre sera riche des différents univers des métiers d'art, des plus traditionnels aux plus contemporains.
Sculpture, décoration, stylisme, art floral, art graphique, facture instrumentale, bijouterie, ébénisterie, verre, coutellerie, métal. Pour cette édition, des artisans d'art de Guyane et de Guadeloupe ont été invités. En organisant ce salon exceptionnel qui mêle expositions, ventes, défilés de mode et des ateliers découvertes, l'objectif est de valoriser la richesse de notre artisanat d'art auprès des visiteurs et son importance dans notre quotidien. Il s'agit de faire prendre conscience que les divers métiers d'art présents sur notre territoire contribuent à faire vivre le patrimoine martiniquais. Les 2 précédentes éditions ont rencontré un vif succès en enregistrant 3000 visiteurs en 2015 et 4000 visiteurs l'année d'après. Le salon Martisan Art 2017 s'annonce comme un grand moment de découverte, de rencontre et de partage avec nos talents de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane. Alors la promotion de l'artisanat peut être considérée comme une priorité, y compris lorsqu'il s'agit d'artisanat d'art, selon vous ? Oui, c'est vrai que l'artisanat dans notre pays est extrêmement important, puisque, on le sait, 95% de notre tissu économique est fait de petites et de très petites entreprises. Alors celui qui est plombier, c'est un petit artisan, mais c'est une petite entreprise. Celui qui est électricien, il est artisan, c'est une petite entreprise. Donc l'artisanat on doit faire la promotion de l'artisanat tout en se disant qu'il faut que ça évolue quand même. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'économie était telle qu'elle ne pouvait pas créer des emplois. Et donc le discours des hommes politiques, c'était toujours de dire, créez votre propre emploi. Devenez vous-même votre propre employeur, créez votre petite entreprise. Même s'il n'y a qu'une seule personne qui soit recrutée dans cette entreprise, c'est vous. Bon, je crois qu'il faut que les Martiniquais sortent de là quand même et qu'on arrive à créer des entreprises qui embauchent des gens. Bon, ceci dit, puisque vous me parlez de l'artisanat d'art, je crois que l'artisanat d'art a autant d'importance que le reste. Je crois que c'est bien d'avoir un pays où les plombiers fonctionnent bien, où les menuisiers fonctionnent bien, etc. Mais une maison qui n'aurait pas dedans des objets d'art, des objets personnalisés, des objets que l'on aime, eh bien, ne serait pas une maison. Et donc, je crois que tous ces artisans d'art sont nécessaires. Une femme qui n'aurait pas ce que vous avez dans les oreilles, là, au moins ça, un collier, enfin, qui n'aurait pas quelques bijoux, ce serait quelque part d'être une femme. Est-ce que je me trompe? Oui. Je me trompe. Bon. En tout cas, c'est des choses qui sont importantes et je crois que les artisans d'art embellissent notre quotidien, embellissent notre vie et donc je crois qu'ils sont aussi importants que les autres. Je vous remercie. Jeudi prochain, le 18 mai donc, à 18h, Édouard Delépine, l'historien bien connu, va donner une conférence sur le thème « Nous sommes des nains sur les épaules d'un géant ». Ce géant, c'est bien entendu Aimé Césaire. Ce sera à la salle de conférence du Crédit Agricole du Lamentin, jeudi prochain, le 18 mai donc, à partir de 18h. Voilà une bien triste illustration de la précarité dans laquelle se trouve le système de santé en Guadeloupe. Depuis la semaine dernière, un jeune homme victime d'une fracture du genou est dans l'attente d'une opération. Le problème, c'est que pour des raisons financières, le CHU de Pointe-à-Pitre ne dispose plus en quantité suffisante du matériel nécessaire à la dite opération. Il pourrait être envoyé en Martinique, mais pour l'instant, aucune infirmière ne serait disponible pour l'accompagner pendant le voyage. Bien qu'une solution soit en passe d'être trouvée par une cellule de crise, ce type de problème serait de plus en plus récurrent. Il y a de très nombreuses années que, notamment dans le dialogue avec la presse ou à l'occasion d'une interview avec le maire de Fort-de-France, Roland Laouché propose que soient transformées en jardin les nombreuses dents creuses qui existent à Fort-de-France et ses périphéries. Cela, explique-t-il, pourrait créer du lien social, transformer radicalement la physionomie du centre-ville et de sa périphérie et procurer une activité à certains. Par ailleurs, et ce ne serait pas le moindre mérite d'une telle initiative, les produits récoltés dans ces jardins collectifs seraient distribués aux Martiniquais les plus nécessiteux. C'est donc avec satisfaction qu'on peut observer que dans le journal France Antilles Junior du mercredi 26 avril, la première page est consacrée à un article dont le titre est « Quand bon voisinage rime avec jardinage ». Dans cet article, il est expliqué que des personnes privées mettent en place ce concept en créant, à proximité de leur maison, des jardins dont ils partagent la création, la plantation, l'entretien et les fouilles.
Des initiatives de relativement grande ampleur ont été prises dans ce sens à Tivoli et à Trinel. Je crois que vous avez vous-même un jardin de ce type à Fort-de-France. En effet, j'ai la chance d'avoir un morceau de terrain à proximité de mon domicile. Je crois que c'est 700 mètres carrés ou quelque chose comme ça. Et avec le voisin, on s'est entendu. Et il cultive ce bout de terrain. Et de temps en temps, j'imagine qu'il en sort des produits. Et de temps en temps, il m'en donne. D'ailleurs, récemment, il y a même pas 3 jours, il m'a donné un jus au mou qui était gros comme la table, quoi. D'ailleurs, je l'ai partagé avec d'autres personnes, un jus au mou de très bonne qualité. Alors, des fois, il me donne des bananes, parfois c'est des ignames, enfin bref, il fait ses affaires. Alors, comme il est à la retraite, ça lui fait une occupation. Sa femme a des jours de liberté, ils font ça ensemble. Je crois que ça le rend heureux et ça lui permet, j'imagine, d'avoir des produits complètement sains, parce que jamais de pesticides ni rien. Donc, c'est un truc qui fonctionne très bien. En plus, c'est joli. Moi, j'aime bien voir ces bananiers comme ça en pleine ville. Moi, ça me plaît. Et je crois qu'effectivement, dans toutes ces dents creuses qui existent, quand je rentre chez moi, parce que j'habite Renéville, quand je fais par la Tocale, etc., je vois vraiment beaucoup d'endroits où on pourrait faire des jardins créoles, faire des petits jardins. Et même s'il n'y a pas de place, eh bien, il faut aller dans la modernité et faire des jardins suspendus avec de l'hydroponie, mettre en place des serres. Enfin, il y a un tas de choses à faire. Et bon, quand ça concerne le centre-ville, je crois que ça ferait, si on arrivait à faire venir la campagne dans la ville, ça ferait une ville bien plus intéressante que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, je crois que ça pourrait être un véritable axe d'une véritable politique municipale. Nous vous avons signalé hier que la compagnie Corsair va établir une 2e ligne entre l'aéroport de Paris-Orly et Cuba. Dans le même temps, tout indique que Cuba sera dans les prochaines années une des plus importantes destinations touristiques de la Caraïbe. On ne sait pas si l'association Martinique-Cuba et la ville du Lamentin, qui ont tant supporté et aidé Cuba toutes ces dernières années, se sont rapprochés des autorités de ce pays pour voir comment collaborer dans le domaine touristique. Par exemple, on pourrait proposer aux touristes des packages Martinique-Cuba. Aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, mais avant 1990, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, classait l'homosexualité comme maladie mentale, et c'est le 17 mai 1990 que cette classification a été supprimée. C'est pour cela que ce jour-là, le 17 mai donc, a été déclaré Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. C'est un moment fort pour rappeler tout le chemin parcouru depuis l'émergence des mouvements de revendication des personnes lesbiennes, gays, bi ou trans, LGBT. Depuis 2012, l'association Aide Territoire d'Action Martinique participe à cette journée. C'est ainsi que le mercredi 17 mai, Aide Territoire d'Action Martinique interviendra dans tous les médias dès 8h et toute la journée. Elle tiendra un stand de prévention au garage Populaire, situé au 124 rue Lamartine, 97 200 Fort-de-France, à partir de 19h, afin de rendre davantage visibles les lesbiennes, gays, bi et trans, trop souvent réduits à un statut de minorité. Il s'agit à cette occasion de rappeler l'importance de promouvoir la diversité des personnes au sein de la communauté LGBT et de favoriser le dialogue et la représentation de toutes les communautés ethniques à l'échelle mondiale. Le 17 mai, on fête les homosexuels et le 12 mai, on fête les familles. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, le 17 mai, l'association Aide Martinique va affirmer haut et fort que les homosexuels n'ont pas à se cacher. Il faut au contraire qu'ils se fassent connaître et respecter. Cette association va également parler de la santé des homosexuels. En effet, la stigmatisation et la pénalisation de l'homosexualité font le lit de l'épidémie du VIH et des hépatites. Puisque l'homophobie au quotidien, l'exclusion, les menaces verbales et physiques acculent de nombreux gays, bi et trans à la clandestinité, favorisant les prises de risques. De nombreuses victimes d'homophobie ont également pour ces raisons des difficultés à rentrer, voire à rester dans le système de soins. Par ailleurs, dans le cadre de la journée internationale des familles, Raymond Théodos, le maire de la ville de Rivière-Pilote, et l'Hompax organisent le vendredi 12 mai à 19h à la salle Lumina Sophie de Rivière-Pilote un récital mis au point et interprété par Joby Bernabé, sans doute un des plus talentueux conteurs des Outre-mer. Un rendez-vous donc à ne pas rater. Que pensez-vous de toutes ces journées ?
Bon, je ne sais pas, les journées pour les homosexuels, tout ça, bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais d'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec toutes ces journées, la journée de la femme, journée des homosexuels, journée contre l'homophobie, journée ceci, journée cela. Je pense que quand il y en a trop, ça finit par perdre son sens. Il n'y a pas une journée qui ne soit la journée de quelque chose. Donc finalement, ça perd un peu son sens. Ceci dit, je comprends qu'on puisse vouloir marquer quelque chose une fois dans l'année, mais moi je suis plutôt contre. Je crois qu'au contraire, il faut laisser les choses se faire et ne pas avoir l'impression que l'on veut imposer un certain nombre de choses aux gens. Par exemple, bon, je veux donner mon sang, bon, ben, il faut toute l'année me répéter que je dois donner mon sang, je dois donner mon sang, et pas forcément une journée pour le don du sang. Je ne sais pas si ça existe, une journée pour le don du sang, mais si ça existe, je ne trouve pas ça utile, quoi. Je veux dire que c'est tous les jours qu'on doit, s'il y a des messages civiques à véhiculer, on doit les véhiculer tous les jours. Je vous remercie, Roland. Comme c'est le cas chaque année, durant toute la journée de ce jeudi, les avocats martiniquais se sont mis bénévolement à la disposition de la population qui pouvait les rencontrer au palais de justice de Fort-de-France. Il s'agissait en fait d'aider les particuliers à remplir leur déclaration de revenus, car vous le savez, c'est la période. Après avoir racheté Groupama Banque, la société Orange entend se lancer prochainement dans l'activité bancaire via des services en ligne. Orange compte profiter du tissu déjà en place pour se positionner comme principal concurrent des banques en ligne en proposant une banque 100% en ligne. Le service sera en principe disponible dans l'Hexagone dès le 6 juillet 2017. Orange Bank sera une banque mobile avec pour objet central le smartphone. La création d'un compte est gratuite et il n'est pas nécessaire d'être client Orange pour y avoir accès. Elle se fait dans un magasin Orange ou en ligne. On peut y ouvrir un compte courant avec autorisation de découvert et un compte épargne. Il sera possible de contrôler sa carte bancaire depuis son smartphone et d'avoir un relevé de compte en direct dans l'application. Et si l'on perd sa carte, on pourra bloquer cette dernière en un clin d'œil. Ce sont des services qui existent d'ailleurs déjà chez les concurrents. Là où le géant du télécom compte se différencier, c'est sur le service clientèle. En effet, en s'associant avec IBM, le service bancaire sera muni d'un assistant intelligent à l'image de Watson pour aider ses clients. L'objectif d'Orange, atteindre 400 000 clients au niveau national. Alors, n'est-ce pas là un exemple de dispositif, Roland, qui pourrait créer encore davantage de chômage dans notre pays, finalement? C'est vrai, c'est absolument vrai. Les banques en ligne sont de plus en plus nombreuses. Et c'est vrai que lorsqu'on peut faire toutes ces opérations en ligne, eh bien, on n'a plus besoin d'aller d'aller à la banque, donc on n'a plus besoin de l'hôtesse d'accueil, on n'a plus besoin de... Donc forcément, on aura beaucoup moins besoin de personnes dans ce genre de métier. Il ne faut pas se le cacher. Moi, je ne le cache pas. Hein. Tout le monde pensait que le discours de M. Hamon était un discours ridicule. La preuve, c'est qu'il avait peu de voix aux élections. Moi, je pense qu'il a eu parfaitement raison de parler de ce revenu universel. Hein. Alors, je ne parle pas une question de M. Hamon, des socialistes et tout. Je parle de cette idée-là du revenu universel. J'ai la tranquille conviction que malgré tout ce qu'on dit, les nouveaux métiers ne vont pas créer autant d'emplois que les anciens métiers. L'industrie créait plus d'emplois que les start-up, que ces trucs numériques, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y aura du chômage. Et lorsque Orange, qui est très puissant, parce que Orange fait de la télévision, Orange fait de la téléphonie, Orange fait de l'Internet, etc. Donc, s'ils se mettent à faire des banques, une banque, c'est sûr qu'on aura intérêt à être dans cette banque-là, parce que, bon, il y a une proximité, on a Internet Orange, télévision Orange, etc. Donc, c'est un concurrent extrêmement puissant pour les autres banques et c'est vrai que ça risque de créer du chômage, vous avez raison. Ce soir, le traditionnel rendez-vous du jeudi proposé par la mairie de Fort-de-France portera sur des thématiques qui s'inscrivent dans le contexte des commémorations du mois de mai. En effet, il sera question du très sensible épisode de l'indemnisation des colons suite à l'abolition de l'esclavage, mais également de l'importance des recherches généalogiques ou encore de la création de la Banque de Martinique. Passons maintenant au savoir et réfléchir de Roland Laouché.
Il ne faut pas se le cacher, ce que recherche la section martiniquaise du Mouvement international pour la réparation, le MIR, et donc tous ceux qui marchent actuellement en direction du prêcheur dans le convoi pour la réparation, c'est que la France nous donne de l'argent. De l'argent parce qu'elle a réduit les Africains en esclavage en Martinique pendant environ 2 siècles et que cela constitue un crime contre l'humanité. Le raisonnement est simple, quand on a commis un crime, il est logique de le réparer. Sur cela, tout le monde peut tomber d'accord. Mais comment le réparer? Là-dessus, cela arrive souvent, celui qui doit réparer, c'est-à-dire la France, n'a pas le même point de vue que celui qui doit bénéficier de la réparation. Le président du MIR, Gare Saint-Malsa, veut de l'argent, un point c'est tout. Le gouvernement français ne veut pas en entendre parler et n'avance en réalité aucune autre contre-proposition matérielle. Il parle surtout de reconnaître et de faire reconnaître le crime afin notamment que jamais plus une abomination du même type ne puisse exister. Voilà donc 2 points de vue inconciliables. Reste que si les partisans de la réparation font beaucoup parler d'eux, font beaucoup de bruit, il existe dans ce pays beaucoup de Martiniquais qui n'en sont pas partisans et qui n'ont pas, pour autant, l'impression de trahir leurs ancêtres. En réalité, il faut se rappeler la très célèbre phrase de Frantz Fanon « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » On a beaucoup mis l'accent sur la deuxième partie de cette phrase, la remplir ou la trahir. Mais c'est, selon nous, la première partie qui est la plus importante. Il faut commencer par découvrir sa mission et ce n'est pas facile car c'est dans une relative opacité. Cela signifie que l'on peut se tromper. Or, la mission que proposent aujourd'hui à notre peuple les partisans de la réparation, c'est d'obtenir du gouvernement plus d'argent à ne rien faire. Nos ancêtres réduits en esclavage ayant tout fait pour nous, s'ils ont travaillé comme des bêtes de somme et s'ils en sont morts souvent, c'est pour nous. Notre mission à nous serait tout simplement de récolter le résultat de toute cette souffrance. La seule chose que nous aurions à faire serait de marcher dans la nuit à la lueur de flambeaux en chantant et dansant au son du tambour. Il y a un certain nombre de Martiniquais qui trouvent cela indigne et même peut-être criminel, car il ne peut pas être donné dans le monde d'aujourd'hui pour mission et comme pour idéal à une jeunesse d'avoir la main tendue. Les Martiniquais qui réprouvent cela préfèrent poursuivre le long et patient combat de leurs ancêtres, ces ancêtres qui ont gagné leur liberté, qui ont gagné ensuite le droit d'être juridiquement légal de leurs anciens maîtres, en même temps que le droit à l'instruction, à la démocratie et à une vie décente. Il faut qu'aujourd'hui, dans la dignité que procurent le travail et le talent, ils obtiennent un niveau de développement qui fasse de leur pays un territoire prospère dans lequel il fait bon vivre et qui puisse être un modèle mondial de qualité de vie pour tous. Cela suppose, bien entendu, d'autres efforts que de marcher dans la nuit à la lueur des flambeaux en chantant et dansant au son du tambour. Dans notre sujet santé ce soir, il est question de sommeil et prostate. Selon une équipe de chercheurs islandais, les hommes qui rencontrent des problèmes de sommeil voient leur risque de cancer de la prostate multiplié par 2. 2102 hommes ont été suivis durant 4 à 7 semaines et ont renseigné de nombreuses informations relatives à leur état de santé et à leurs habitudes de sommeil. Au cours du suivi, 135 cas de cancer de la prostate ont été diagnostiqués et l'on constate que les hommes ayant des problèmes de sommeil par rapport à ceux qui n'en ont pas ont 2 fois plus de risques de développer un cancer de la prostate. Le risque augmente progressivement avec la sévérité des troubles du sommeil. À noter que la nicturie, c'est-à-dire le fait de se lever la nuit pour uriner, est un facteur qui a été considéré. On ne connaît pas la nature exacte de cette relation entre cancer et sommeil, mais si cette association se confirme, elle pourrait ouvrir de nouvelles voies de recherche. Concernant le cancer du sein, citons notamment une étude datant de 2008, ayant montré un risque accru de 60% chez les femmes qui dorment moins de 6 heures par rapport à celles dont les nuits durent plus de 7 heures. Le rôle de la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone qui régule le rythme biologique, a été suggéré, mais non prouvé. On retiendra qu'à tout âge, les troubles du sommeil ont de fortes répercussions sur la santé. Et même si les troubles du sommeil deviennent plus fréquents passé un certain âge,
Il ne faut pas les subir, mais en parler à son médecin qui commencera à aider son patient à retrouver un bon sommeil en passant en revue les bonnes et les mauvaises habitudes d'hygiène de vie connues pour perturber le sommeil, c'est-à-dire l'alimentation, la régularité, les activités physiques et bien d'autres. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de votre fidélité. Roland, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli sur ce plateau. Et puis merci encore à vous de nous avoir reçus chez vous. Passez une très très bonne soirée et à très bientôt. Je remercie tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce journal. Catherine Emmanuel, Pierre-Éric Witz, Alain Jean-Paul, Mylène Janot, Raphaël Dufour, Frédéric Titus, Getty Galva, Marie-Line Etilé, Roland Laouché. Cette édition sera rediffusée ce soir à 22h35, demain à 6h25 et en multidiffusion sur OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues et SFR en France. Vous pouvez aussi revoir votre journal sur kmttélévision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.